Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un papier qui traite d'un meilleur système de macros pour le langage Scheme. Comme vous savez peut-être, les macros, c'est un outil qui est fort apprécié des programmeurs Scheme. Puis, c'est très utile, mais de plusieurs façons, les systèmes existants pour utiliser des macros ne sont pas parfaits. Donc, regardons ce que les auteurs présentent comme système alternatif, mais d'abord, explorons pourquoi ces systèmes-là ne sont pas parfaits et ont besoin d'amélioration. Donc, pour commencer, c'est quoi une macro? Le principe général, dans le fond, d'une macro, c'est de traduire le code qui est écrit par le programmeur vers une autre forme avant la compilation. Donc, en C, par exemple, c'est l'exemple que je donne ici, on a accès à des macros. Puis ces macros-là fonctionnent par substitution textuelle. Donc, euh, les paramètres réels sont substitués à chaque fois qu'on a un appel du paramètre formel, si on veut, dans le corps de la macro. Donc, ici, on va substituer 5 à chaque fois qu'on voit le paramètre C. Puis, on aurait une expression, ce serait la même chose qui serait faite. Donc, c'est un peu du call by name, si on veut. Puis, donc ici, si on fait l'appel à la macro twice, on obtient vraiment le code complet 5 plus 5 qui donne le résultat attendu. Je ne vais pas entrer dans les problèmes des macros en C, là, il y en a plusieurs, mais on ne parle pas de ça ici. Donc, en Scheme, on a accès à des macros beaucoup plus puissantes. Il y a deux raisons pourquoi les macros Scheme et Lisp d'ailleurs sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on aurait par substitution textuelle. Et la première raison, c'est que Scheme est un langage homo-iconique. Ce que ça veut dire, c'est que le code Scheme est une donnée valide en Scheme. Donc, on peut représenter le code Scheme par des listes en Scheme, parce que dans le fond, le code est composé d'une arborescence de listes. Puis, ça nous permet de manipuler, dans le fond, le code Scheme assez facilement pour pouvoir créer des formes d'expansion de code beaucoup plus puissantes que juste une simple substitution textuelle. Donc, pour illustrer cette idée d'homo-iconicité, ici, je donne l'exemple d'aller chercher le premier élément de cette liste. Puis cette liste peut représenter un appel de fonction d'ailleurs. Donc, le premier élément retourne le nom de la fonction ou l'opérateur qui est placé ici. L'autre raison pourquoi les macros Scheme sont beaucoup plus puissantes, c'est qu'on n'a aucune restriction sur qu'est-ce qu'on fait dans ces fonctions de transformation-là. Donc, on a accès au langage entier. On pourrait ouvrir une socket si on veut, puis aller chercher du code de l'Internet, puis utiliser ça dans notre expansion macro, pour faire des macros non déterministes, par exemple. Puis, donc, ici, c'est un petit exemple. Donc, pas de socket ici, mais on a accès aux opérations map puis négatif, puis je peux faire l'inverse d'une liste assez facilement avec cette forme-là. Puis on pourrait se demander, c'est quoi l'avantage, dans le fond, d'avoir un système de macro autant puissant que ce qu'on peut retrouver en Scheme? Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire, puis l'utilisation principale qu'on va explorer ici, c'est de la définition d'extension syntaxique au langage. Donc, on peut d'abord vouloir définir plusieurs formes syntaxiques par rapport à d'autres formes syntaxiques qui ont déjà été développées. Donc, la formelette qu'on a vue précédemment, que vous connaissez sûrement, peut être exprimée sans ambiguïté, dans le fond, avec une application d'une lambda, dans le fond. Donc, dans un langage fonctionnel, l'application d'une lambda est définitivement implémentée de façon... c'est sûr que c'est implémenté, c'est la base d'un langage. Puis, si on veut définir la lettre facilement, on peut juste réécrire, dans le fond, toutes les lettres comme des appels de lambda. Donc, le small step sémantique que je donne ici, là, de façon très hand-wavy, montre que c'est exactement la même chose. L'autre utilisation des macros, qui est encore une fois dans l'espèce de classe des extensions syntaxiques, c'est de définir des domaines specific language. Donc, c'est une utilisation qui est beaucoup faite des langages Scheme. Donc, on utilise un langage Scheme comme étant un moteur d'évaluation, si on veut, puis on définit notre langage à l'aide de macros pour définir un langage qui est spécifique à notre domaine d'application. Donc ici, j'ai un petit exemple, un système qui permet de contrôler des valves, par exemple. Puis, on peut écrire des choses qui ne sont pas nécessairement valides en Scheme parce que les macros vont le transformer de façon acceptable pour le langage Scheme. Donc, il y a plusieurs façons de créer des macros en Scheme. Puis, la façon la plus bare bones, si on veut, la plus simple, la plus puissante aussi d'ailleurs, c'est define macro, ou l'équivalent de def macro en Lisp, qui permet dans le fond de juste définir une fonction de transformation. Puis cette fonction-là prend en paramètre une liste qui va aussi être un objet valide Scheme, donc un bout de code valide. Puis il va retourner aussi un bout de code qui va être réimprimé, dans le fond, dans l'endroit où la macro a été appelée. Donc, ça permet de réécrire du code de façon procédurale, si on veut. Donc, on définit une procédure de transformation, puis cette procédure-là est appliquée lors de l'évaluation. Puis, ce système-là permet, par exemple, de définir let, qu'on va utiliser comme exemple tout au long de cette présentation. Donc, le let, dans le fond, peut être décrit ainsi avec define macro. Donc, juste pour faire un overview, si on veut, de la syntaxe de Scheme pour la définition de macro avec define macro. Donc, on définit let comme étant notre macro. Le premier paramètre va être binding, qui va être la liste d'identifiants et d'expressions qui vont définir, si on veut, les substitutions qui vont être faites dans le corps qui est spécifié par le paramètre body. Puis, le backtick ici signifie que l'expression qui suit le backtick
qui s'appelle le quasi-quotation, dans le fond, va être du code scheme et non pas une donnée à interpréter lors de l'évaluation de la macro, mais c'est ça. Donc, c'est une donnée, dans le fond, qu'on retourne après l'évaluation de la macro. Puis la virgule permet de sortir de ce mode-là pour faire, dans le fond, une substitution, donc le unquote, que ça s'appelle. Puis ici, le unquote de map car bindings va aller chercher, dans le fond, l'identifiant de chaque paire de bindings. Ici, on unquote le core pour avoir imprimé le corps de la lambda, dans le fond, dans le corps du LED dans la lambda. Puis finalement, dans le fond, le unquote splicing permet de faire du unquoting, mais lorsqu'on a une liste, ça va séparer les arguments de la liste. Ça va imprimer les arguments de la liste sans les enrober d'une parenthèse. Donc, si je n'aurais pas mis le unquote splicing, j'aurais eu parenthèse avec la liste de toutes les expressions, qui est CADR, qui est dans le fond chaque expression dans la liste des bindings. Donc, au lieu de les imprimer dans une parenthèse, comme si j'aurais pas mis le A commercial. Puis ce que ça fait, c'est que ça les imprime un par un, dans le fond, donc une suite d'arguments qui sont passés à la lambda. Puis donc, ce que ça donne comme utilisation, ben, c'est ce qu'on s'attend. Donc, si on définit A, si on bind 5 à A et 10 à B, puis qu'on fait un appel de plus AB, ben, on se retrouve à avoir 15 comme on s'attendrait à avoir. Donc, on pourrait être fier de notre belle macro, mais on ne s'est pas soucié si elle était correcte, dans le sens de qu'est-ce qu'elle accepte comme terme, puis qu'est-ce qu'elle accepte pas. Donc, on peut voir assez rapidement, dans le fond, que on n'a aucune validation du nombre d'éléments dans chaque paire de bindings, et donc notre macro accepte la syntaxe invalide. Puis si on veut pallier à ce problème-là, dans def macro, la solution, dans le fond, c'est de définir, dans le fond, du code de validation à la main. Donc, manuellement, aller valider que chaque paire de bindings contient 3 éléments. Puis ça devient lourd assez vite, donc on cherche un système de macro un peu plus puissant que ça. Donc, ce qui est défini dans le scheme, c'est il y a une technique en fait qui s'appelle macro by example, qui est un peu une spécification de comment certaines macros devraient fonctionner. Puis, macro by example se base sur plusieurs principes qui nous permettent d'écrire des macros de façon plus agréable. Donc, d'abord, on utilise une syntaxe déclarative pour déclarer les patrons que la macro doit accepter, puis des templates dans lesquels on va générer. Donc, le code de substitution entre les patrons et les templates sont générés automatiquement, donc ça nous évite de faire du parsing manuel dans plusieurs cas. Afin de bien analyser les formes syntaxiques, on se base sur la forme des arguments, donc on appelle ça le shape, donc l'imbrication des parenthèses, puis les termes libres placés dans ces parenthèses-là, donc des identifiants qui identifient, dans le fond, ce qu'on veut matcher. Puis, une autre innovation, si on veut, de macro by example, c'est l'introduction de l'ellipse, donc le 3 petits points, qui nous permet de matcher plusieurs arguments, un à la suite de l'autre, comme une suite de longueur indéfinie d'arguments. Puis, c'est très expressif, mais on pouvait faire ça avec des fins de macro aussi en faisant de la récursion, parce que c'est permis en scheme. Puis, mais c'est plus pratique de le faire dans macro by example de cette façon-là, parce que c'est plus propre. C'est plus facile à gérer, en fait. Et donc, la syntaxe, rapidement, de syntax rules, qui est une implémentation de macro by example qu'on retrouve dans scheme. Il y en a plusieurs, on va en voir une autre. Donc, on définit le nom de notre macro, on définit un patron, puis le template dans lequel est substitué tous les matchings qui ont été faits dans le patron. Puis le 3 petits points nous permet de dire qu'on veut plusieurs de ces patterns-là, donc on peut avoir plusieurs variantes d'un même patron, de même macro. Donc si on définit let avec syntax rules, ben, on se rend compte que c'est assez simple, dans le fond. On définit ici chaque binding pairs comme étant une paire de variables et d'expressions, le right-hand side. On dit l'ellipse pour dire on en veut plusieurs. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'ellipse permet d'aller chercher, dans le fond, de réimprimer, dans le fond, tous les termes individuels qui ont été matchés dans des shapes plus complexes. Donc ici, quand on réécrit dans lambda, le let dans lambda, dans le fond, on va juste écrire toutes les variables, le corps, puis toutes les right-hand side qu'on veut mettre un à la suite de l'autre. Donc c'est super simple à faire. Puis, ça a certains avantages. D'abord, si on utilise la syntaxe invalide en termes du shape des arguments, c'est détecté automatiquement par le système. Donc ici, on écrit un troisième paramètre qui est inacceptable, dans le sens que ce n'est pas un let valide. Ben, on se fait dire bad syntax. Puis bad syntax, ben, c'est pas une erreur de très grande qualité, mais au moins c'est une erreur. C'est mieux que ce qu'on avait avec notre macro define macro. Il y a par contre plusieurs problèmes qui s'introduisent assez rapidement si on essaie de briser un peu plus l'appel de let qu'on a fait. Donc, si ici on change notre premier paramètre comme étant une expression, ben on se fait dire lambda, notre identifier with default or keyword. Ce qui se passe, c'est que macro by example va, le système de syntax parse, de syntax case, pardon, va, syntax rules, désolé, il y en a plusieurs. Donc le système va expanser la macro correctement parce qu'a priori, il n'y a pas de condition qui dit que c'est pas valide en termes de let, et donc la macro se retrouve à être l'erreur se retrouve à être exprimée en termes du patron, mais pas du template. Donc, du template et pas du patron. Donc, l'erreur est exprimée par le compilateur scheme et non pas par le système de macro. Donc, si on ne connaît pas
Si on ne sait pas comment utiliser let, parce que là c'est très simple évidemment, mais dans un cas plus complexe, on peut imaginer que l'erreur est un peu difficile à corriger parce que l'erreur est un peu incompréhensible sans l'implémentation de la macro parce qu'il n'y a pas de lambda a priori dans un let. Même chose si on écrit des arguments en double, donc une condition un peu plus haut niveau si on veut. Donc c'est invalide dans un let, puis c'est invalide dans une lambda aussi. Donc le compilateur nous rapporte l'erreur, mais c'est pas le système de macro qui nous rapporte l'erreur, ce qui est problématique. Oups. Donc la solution à ce problème-là, qui est encore une fois dans un système de macro by example, c'est un autre système de macro qui s'appelle syntax case cette fois-ci. Et syntax case introduit des conditions de garde, donc ça nous permet de faire de la validation manuelle, si on veut, une procédure qui va valider que les variables qui ont été matchées sont bien celles qu'on s'attend à avoir. Donc le problème avec les conditions de garde, c'est que ça requiert du parsing manuel, donc il va falloir faire la validation de classe syntaxique, la validation logique, par exemple, détecter des arguments doubles à la main. Donc, c'est pas incroyable. Puis, ça brise un peu cette idée de faire la validation, une syntaxe déclarative. Dans le fond, on se retrouve à refaire une procédure de transformation. Et l'autre problème, c'est que les conditions de garde s'exécutent seulement si le pattern a matché. Donc, si on écrit une macro dont si le programmeur appelle notre macro, puis son code n'est pas valide contre aucun pattern, mais il va se retrouver à avoir un message d'erreur qui va dire bad syntax, puis ça y apprend pas vraiment comment il aurait pu corriger dans le fond cette erreur-là, puis faire un appel correct à la macro. Donc, les problèmes qu'on avait avec macro by example étaient contournables avec un peu de parsing. Là, ce problème-là, qui est à mon avis le plus gros problème dont souffrent les systèmes de macro by example, c'est que lorsqu'on veut parser des structures non homogènes, c'est très difficile dans le fond. Donc, la plus grande force de macro by example, qui était d'utiliser les shapes, brise ici parce que les shapes ne sont pas réguliers et donc c'est très difficile à parser. Donc on peut le faire avec macro by example, c'est pas impossible, mais ce qu'on se retrouve à faire, c'est faire une espèce de pattern qui est un peu un catch-all, qui va prendre à peu près n'importe quoi. Puis, à l'aide des conditions de garde, donc on va préciser ce qu'on veut avoir comme syntaxe, puis on va être capable d'exprimer correctement notre macro. Mais le problème, c'est que c'est difficile à faire, dans le sens que c'est pas pratique. On fait beaucoup de code à la main, donc c'est pas nécessairement on s'éloigne de notre syntaxe déclarative qu'on aimait bien. Puis, c'est ça. Donc, dans le cas qu'on a des ordres flexibles de paramètres, donc ici, c'est la définition d'une structure en racket scheme. Donc, le champ option en particulier est problématique parce que, d'abord, les mots-clés peuvent être introduits dans des ordres arbitraires. Puis, le nombre d'arguments que chaque mot-clé prend est variable. Donc, par exemple, le mot-clé super en prend un, mais le mot-clé mutable n'en prend pas. Donc, il n'y a pas de shape qui identifie de façon concise cette structure-là. Donc, comme j'ai dit, c'est difficile à faire avec macro by example. Donc, ce que les auteurs proposent comme système alternatif, ça s'appelle syntax parse pour continuer la tradition des noms indistinguables. Donc, les idées introduites par syntax parse, c'est d'utiliser dans le fond une syntaxe qui est plus expressive pour les patterns, qui permet dans le fond d'utiliser ce qu'on va appeler des classes de syntaxe pour vraiment restreindre les arguments qu'on peut recevoir dans le macro. Puis, l'autre grand focus, dans le fond, de syntax parse, c'est d'avoir des erreurs qui vont être exprimées selon le pattern et non pas le template. Donc, les erreurs doivent être exprimées par le système de macro et non pas par le compilateur une fois que la macro a été expansée. Donc, rapidement, un peu la syntaxe vraiment haut niveau de syntax parse, c'est dans le fond, ça ressemble au système de macro qu'on a défini précédemment. La différence, c'est qu'un side clause va maintenant, qui est un peu l'analogue aux conditions de garde, va avoir le fail when, qui est en fait le vrai analogue aux conditions de garde. Puis, on peut aussi écrire le with, que je vais définir plus tard. Donc, qu'est-ce que ça a l'air let avec syntax parse, qui est notre exemple favori. Donc, d'abord, le template est à peu près identique à ce qu'on avait avec d'autres systèmes de macro by example. Donc, on écrit la variable, puis on utilise l'ellipse pour écrire les suites de paramètres. Donc, c'est encore présent. Puis, dans notre condition de garde, dans notre fail when, on remarque qu'on peut vérifier les doublons. Donc, cette fonction-là aurait pu être définie pour les systèmes de macro by example. Par contre, la différence, c'est qu'ici, on est forcé de mettre un message d'erreur qui va nous dire qu'est-ce qui se passe quand ça ne matche pas. Donc, le programmeur va se faire dire duplicate variable name comme étant le problème de pourquoi sa macro n'a pas passé. Ce qui est contraire au système de macro, par exemple, où en effet, on peut définir des erreurs, mais les erreurs ne sont pas écrites automatiquement. Donc, je vais montrer un peu quoi ça a l'air avec syntax parse dans un instant. Puis, au niveau du patron, les choses sont intéressantes parce que cette fois-ci, on met 2 points la classe syntaxique pour spécifier, dans le fond, quelle est la classe syntaxique du paramètre qu'on s'attend à avoir. Donc, si la variable doit être un identifiant, puis le right-hand side d'une expression, comme le corps du let.
Donc maintenant, quoi ça a l'air lorsqu'on le teste contre quelques situations erronées, puis voir comment ça se comporte. Mais dans l'exemple 1 ici, dans le fond, si j'écris le nom de la variable en double, donc j'écris 2 fois l'identifiant A, on se fait dire avec notre message d'erreur, dans le fond, duplicate variable name, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Puis on se fait dire aussi l'endroit précis dans la macro où ce problème est arrivé. Donc là, c'est une macro assez simple, donc c'est la macro au complet. Ici, un cas qui n'était pas analysé correctement précédemment, lorsqu'on définit une expression au lieu d'un identifiant, ben, le système nous dit on s'attendait à avoir un identifiant. Cette erreur-là a été synthétisée automatiquement du fait qu'on a annoté, dans le fond, notre premier paramètre comme étant de classe syntaxique identifiant. Ici, qui était une erreur qui a été détectée par les macro by example, on écrit un argument de shape invalide, sauf que cette fois-ci, on se fait dire que c'est un terme inattendu et non pas bad syntax. Puis, finalement, en fait, qui est un cas un peu problématique, lorsqu'on brise encore plus la syntaxe, ben là, on se fait dire bad syntax. Donc, voyons comment que syntax parse réagit, dans le fond, à ces problèmes-là, ou que les macros ne sont pas assez spécifiques pour décrire les erreurs correctement. Donc, le système de syntax parse nous permet de définir nous-mêmes des classes de syntaxe. Ces classes de syntaxe-là doivent être annotées d'une description pour spécifier au programmeur quelle était la valeur attendue en cas d'erreur. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace, dans le fond, le shape var id puis right inside expression par une syntax class qui va être annotée d'une description. C'est la seule modification qu'on fait ici, outre le fait qu'on va aller chercher finalement les variables qui ont été définies dans ces syntax classes-là. Donc remarquez que l'ellipse fonctionne au travers une liste d'une syntax class qui définit des variables. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on échoue, dans le fond, à satisfaire ce pattern-là? Mais là, on se fait dire que, par exemple, ici, on s'attendait à avoir un binding pairs à la position A. La raison, c'est qu'en raquette, les brackets, c'est analogue aux parenthèses. Donc, il voit ça ici comme le début de la liste des bindings. C'est donc chaque paramètre devrait être un binding pair. Et donc, on se fait dire correctement l'erreur qui doit être exprimée selon l'information qui est disponible dans le pattern. Puis, si, encore une fois, on brise encore un peu plus l'appel, on fait de quoi d'encore moins valide, on fait juste définir un identifiant. On se fait dire encore une fois bad syntax. Ce qu'on peut faire, c'est la même solution, c'est qu'on va abstraire la liste de bindings comme étant une classe syntaxique en elle-même, donc une classe qui accepte une liste de bindings distincts. Donc pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que l'idée est la même, c'est que je veux introduire le with, puis je veux illustrer le fait qu'on peut faire des classes de syntaxe qui sont riches dans le sens qu'ils peuvent avoir de la validation plus riche que juste la syntaxe, donc on peut mettre des conditions de garde. Puis pour illustrer le with, ben, on voit que chaque paire de bindings va définir des variables. Puis le with, ce que ça permet de faire, c'est de prendre ces variables-là, puis de remonter d'un niveau pour qu'on puisse les exprimer comme étant des variables de notre classe syntaxique, et non pas des classes sous-jacentes. Donc ça permet un peu de réabstraire, si on veut, les bindings qui sont faits. Donc cette fois-ci, si on réécrit le code invalide, on a un identifiant, au lieu de mettre une liste de binding, on se fait dire de façon prévisible expected binding list. Donc, comme j'ai mentionné, un grand focus dans le fond du système syntax parse, c'est de choisir une erreur et d'exprimer de façon concise. Donc, le problème de sélection de l'erreur est non trivial parce qu'on peut avoir plusieurs patterns auxquels il faut matcher. Puis, on peut avoir des conjonctions, des disjonctions, de l'imbrication de patterns, il y a plusieurs variantes possibles. C'est difficile de rapporter l'erreur correctement. Donc, pour illustrer cet exemple-là, je vais ajouter une variante au let, donc le name let. Si vous ne savez pas ce que ça fait, en gros, c'est que c'est comme si ça définissait une lambda. Puis à l'intérieur du corps du let, on peut rappeler le let pour faire de la récursion dans le fond. Donc ici, je donne le fameux let loop qui permet de faire des boucles, par exemple, avec de la récursion. Donc, sans nécessairement regarder comment c'est implémenté avec le let rec ici, je vais juste porter votre attention entre le template, le pattern pardon, du let avec le name et le let normal, dans le fond. La seule différence, c'est qu'ici, on a introduit un identifiant qui va être le nom du loop. Donc, c'est la seule différence entre les deux patrons. Puis, le problème que ça amène, c'est que cette fois-ci, l'erreur peut être ambiguë dans le sens qu'il y a deux erreurs qui sont valides dans ce cas-ci. Donc, d'abord, si on analyse cette forme-là comme étant un namelet, ben, la liste ici aurait pu être un identifiant, puis ça aurait fait un namelet, par exemple, valide. Puis, si on n'analyse pas cette liste-là comme identifiant, donc on est dans le cas du let normal, à cette position-là ici, on s'attend d'avoir un identifiant. Donc, la question se pose, comment que le système va choisir quelle erreur afficher, puis un peu pourquoi. Donc, la solution pour choisir l'erreur est assez élégante.
Donc, on va trier les erreurs qu'on obtient selon comment loin qu'on a parsé l'expression. Donc, une erreur qui est apparue après avoir parsé une grande partie de l'expression va nous sembler plus sensée à afficher comme une erreur que versus une erreur qui est apparue dès le début du parsing. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir des chaînes de progrès qui vont contenir des étapes de progrès. Puis j'aimerais définir, dans le fond, c'est quoi ces étapes de progrès-là. Il y en a 3. Je vais commencer par first. First, dans le fond, les étapes de progrès dénotent l'étape du parsing, mais comme Lisp et Scheme, c'est écrit comme des arbres de liste, dans le fond, une imbrication de liste, ben, first permet de naviguer dans cette imbrication-là, puis donc de retourner le premier élément de la liste sur lequel on se trouve. Et rest va te permettre d'enlever le premier élément puis de retourner le reste de la liste, dans le fond. Donc, c'est ces deux opérations-là qui vont permettre de naviguer au travers le code Lisp, en fait, entièrement. Avec ces deux opérations-là, on peut naviguer au travers de n'importe quelle liste sans problème. Puis, il n'y a pas d'ambiguïté non plus par rapport à quelle est l'erreur rapportée parce que chaque chemin, dans le fond, est un peu unique. Il n'y a pas juste un peu unique. Là. Chaque chemin est unique puis il ramène vers un élément précis. Puis, la dernière étape de progrès, qui est late, qui va dénoter, dans le fond, que l'erreur de parsing n'est pas apparue lors de la traversée du code, mais bien lors de l'évaluation d'une condition de garde. Donc, on va considérer que lorsqu'on a un échec dans une condition de garde, c'est l'erreur la plus avancée possible parce que, a priori, les conditions de garde ne vérifient pas la syntaxe, dans le fond, mais vérifient un peu la logique de la syntaxe. C'est un peu plus avancé que juste les formes, si on veut. Sans nécessairement rentrer dans les détails du formalisme de progrès, dès qu'on a une étape plus loin qu'une autre à la même position, ben, on considère la deuxième chaîne comme étant plus avancée. Donc, la longueur de la chaîne n'est pas nécessairement indicative de comment loin qu'on s'est rendu parce que si on pense à un arbre, par exemple, si on se rend à quelque part dans la première branche, ça ne veut pas dire qu'on est plus loin, même si on est plus profond que si on est dans la deuxième branche de l'arbre. Donc, c'est un peu ça l'idée intuitive ici. Donc, juste pour donner un peu un exemple de comment ça marche, quelques petits exemples. Donc, si vous avez fait Scheme et si vous avez programmé en Scheme avant, mais pas en raquette, mais first c'est égal à core, puis rest est égal à coder. Donc, ça devrait faire le parallèle pour vous. Puis, on voit ici que si on navigue au travers les listes, on le fait assez naturellement, puis on obtient vraiment l'élément qui correspond à notre idée intuitive du parcours de la liste. Puis, pour montrer comment naturel que c'est, dans le fond, on peut juste faire une liste de toutes les étapes de progrès, puis récursivement appliquer cette liste-là sur notre code, puis on va trouver l'élément qui est pointé par cette liste de progrès. Donc c'est ça. Puis, si on applique, dans le fond, cette idée-là de progrès à notre exemple précédent, donc où qu'on avait une application possiblement ambiguë de la macro, puisqu'on avait deux erreurs différentes selon le pattern, mais on voit que, dans le fond, que l'erreur rapportée est l'erreur on s'attendait à avoir un identifiant à la position 2. Puis pourquoi c'est ça? Ben, le progrès de namelet, dans le fond, valide le let, donc on fait rest, puis le premier élément ici plante parce qu'on s'attendait à avoir un identifiant à cette position-là. Donc le progrès, c'est rest first. Puis le progrès de la variante let, dans le fond, c'est rest first, rest first, first. On se rend à l'élément 2 ici. Donc on voit que le progrès de la variante let est beaucoup plus grand que celui de la variante namelet. Donc l'erreur est rapportée en termes de let et non pas de namelet. Donc ça va être la logique qu'on va appliquer au travers le système de macro pour rapporter les erreurs correctement. Donc peut-être pour synthétiser dans le fond tout ce que je viens de dire. Donc, les erreurs sont rapportées selon l'endroit où l'analyse échoue. Puis, comme on rapporte les erreurs comme étant des erreurs de syntaxe, on les rapporte un peu comme un compilateur le ferait. Donc, on dit, on s'attendait à avoir un terme à une position. Puis, on utilise, dans le fond, les descriptions des classes syntaxiques pour rapporter qu'est-ce qu'on s'attendait à avoir. Évidemment, si on n'a pas de description syntaxique pour le terme exact, on va remonter un peu la pile des descriptions pour dire que globalement, dans le fond, la structure n'est pas valide. Puis, si tous les patterns échouent, ben dans le fond, on va utiliser, on va rapporter l'erreur selon le plus grand progrès qui a été fait dans les multiples patrons. Puis, en cas d'égalité, dans le fond, on va combiner les erreurs parce que si les progrès sont tous égaux, c'est le même terme pour tous les patterns qui ont échoué. Donc, on peut juste combiner les erreurs et avoir un message qui fait du sens, dans le fond. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, le système de pattern par rapport à macro by example est amélioré. Je vais donner quelques exemples, mais je n'ai pas vraiment défini toutes les formes valides, puis je ne le ferai pas non plus parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais parler un peu ici des formes intéressantes. Donc, il y a plusieurs classes de patterns qui sont définies dans Syntax Parse. La première, c'est les single term patterns. Donc,
Un singleton pattern, c'est un peu le bloc de construction de tous les patrons. C'est quelque part les formes les plus simples qu'on peut retrouver. Les action patterns permettent de faire du contrôle du parsing des expressions, donc ils vont nous permettre de rapporter des erreurs, par exemple. Les head patterns permettent d'exprimer des suites de données, puis le ellipsis head pattern, dans le fond, est un enrichissement des head patterns qui permet de contrôler un peu le nombre de fois qu'on va répéter des head patterns dans les ellipses. Donc, pour commencer, les singleton patterns les plus intéressants. Donc d'abord, on a la conjonction. Puis la conjonction, c'est un peu particulier, dans le fond. Ça permet de spécifier que notre terme doit satisfaire plusieurs conditions. L'idée, c'est que chaque patron peut bénéficier, dans le fond, des substitutions qui ont été faites précédemment. Donc, ce que ça permet de faire, c'est un peu d'enrichir notre parsing selon des substitutions qu'on a précédemment été capable d'utiliser parce qu'on a parsé de façon plus générale, par exemple. Puis on peut aussi mettre des action patterns, là, donc dénotés par le OUA. Donc, c'est soit un single term, soit un action pattern. Puis on peut le répéter plusieurs fois. Le OR, qui est une forme très puissante qui permet vraiment de faire de la disjonction de patterns. Puis de la disjonction complète. C'est pas nécessairement selon certaines parties. On peut vouloir parser deux choses complètement opposées. Donc ici, on peut définir X comme étant un identifiant lors du matching. Puis on peut aussi vouloir parser une expression à la place, puis binder cette expression sous Y. Donc c'est pas une forme qu'on retrouve dans tous les systèmes de macro parce que ça peut être assez difficile à utiliser. Ici, pour rendre ça simple, on fournit dans le fond une fonction qui nous permet de dire qu'est-ce qui a été défini, donc quelle variante que je devrais accepter, qui a été acceptée. Puis finalement, le dernier singleton pattern que je vais présenter ici, c'est le inlining de syntax class. Donc ça permet de c'est describe dans le fond qui fait littéralement un inlining. Donc ça montre un peu que chaque syntax class va pousser dans le fond une string de description sur la pile des descriptions pour identifier correctement l'erreur qui va peut-être arriver plus tard. Par la suite, les action patterns, comme j'ai mentionné, permettent de contrôler le processus de matching. Donc, la forme fail, dans le fond, permet de faire échouer le matching à un endroit précis lors de l'évaluation de la macro. Donc, ici, c'est un peu un fail stupide parce qu'ici, on a le droit de mettre une condition comme on veut, mais juste pour illustrer qu'est-ce que ça fait. Si je veux absolument avoir une expression, je peux faire un OR, puis si j'ai pas été capable de matcher mon expression, mais je peux faire fail puis dire je m'attendais à avoir une expression. Mais j'aurais pu mettre une condition plus riche puis dire par exemple une expression ou un identifiant ou un littéral ou peu importe. Puis j'aurais pu dire fail pour dire sinon ça fail ou peu importe. Le mot-clé late, dans le fond, la forme late de patron, ce que ça fait, c'est que ça permet de rapporter une erreur au stade late. Donc, par exemple, si on veut ajouter des conditions de garde selon certains branchements dynamiques, donc on veut mettre des conditions de garde à notre macro, mais on veut faire dans le fond que pas tous les sous-patrons, si on veut, doivent valider cette condition de garde-là. On peut faire des branchements conditionnels, puis ajouter des lates qui vont ajouter un peu des conditions de garde lors du matching. Ça nous permet aussi, lorsque introduit dans des ends, d'avoir accès aux substitutions qui ont été faites, qui ont peut-être été annulées par d'autres substitutions plus tard. Donc, vraiment un enrichissement du contrôle des erreurs. Puis, j'aimerais faire remarquer, dans le fond, que la composition de late et fail donne exactement la condition de garde. Donc, c'est la même sémantique. Finalement, dans le fond, la forme parse qui est un petit peu curieuse. Donc, l'application de parse n'est pas nécessairement évidente immédiatement. Donc, j'ai peut-être donné un exemple si j'ai le temps qui montre comment on peut l'utiliser. Mais ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça va évaluer une expression qui a accès aux substitutions qui ont été faites contre un patron, puis rajouter, dans le fond, ces substitutions-là au contexte de substitution actuelle. Donc, le système en entier est défini par rapport à parse. C'est pour ça que je le présente ici, mais c'est assez complexe à utiliser. Comme je comprends, ça se peut que vous ne le compreniez pas, c'est pas nécessairement grave. C'est pas la forme la plus utile non plus. Là. Donc, selon moi, la forme la plus puissante, la plus intéressante de syntax parse, qui est le head pattern, dans le fond, c'est ça qui va nous permettre de matcher des séquences non homogènes lorsqu'on va matcher des macros, parce que la séquence, dans le fond, va matcher une séquence d'éléments qui n'est pas nécessairement imbriquée en tant que telle. Donc, c'est là qu'on brise un peu ce qu'on avait par rapport au syntax parse traditionnel. Donc ici, si je définis une séquence qui commence par un identifiant qui est suivie d'une séquence arbitraire d'expressions. Donc ici, je match le littéral hello d'abord. Puis ensuite, je peux matcher cette séquence-là en entier. Puis laisser Y comme étant parsé ici. Évidemment, une autre utilité
séquences, c'est que je peux les mettre dans des OR puis accepter des séquences vides. Donc j'aurais pu enlever tout ça ici, puis ça aurait été accepté quand même. Donc je vais peut-être aller plus en détail plus loin, plus tard dans comment ça fonctionne le head pattern. Le ellipsis head, qui est une extension, si on veut, du head pattern, sans rentrer dans tous les détails par souci de temps, permet de contrôler la répétition des head patterns lorsqu'on met des head patterns dans une ellipse. Donc, en combinant ces deux choses-là, c'est là qu'on peut définir, dans le fond, notre parsing pour notre définition de structure en raquette. Donc, on peut mettre, par exemple, des mots-clés optionnels lorsqu'on les met dans des mots-clés optionnels, dans le fond, avec arrêté variable sous un OR, dans le fond. Puis, c'est ça. Donc, ouais. Oups. Wow. OK. Donc, on rentre ici dans la partie formelle du travail. Donc, je vais essayer de peindre les grandes lignes du mode de fonctionnement, mais il y a plusieurs détails que je vais abstraire ici. Mais le but, c'est que si vous êtes intéressé par comment ce système de macro-là fonctionne, cette présentation que je vais faire sur la formalisation devrait vous permettre de rentrer puis d'avoir une bonne idée de ce qui se passe, puis d'enrichir votre compréhension à partir de ça. Donc, comme j'ai mentionné, dans le fond, le principe de sélection des erreurs se base sur le choix du progrès des erreurs qui ont été découvertes. Puis les erreurs sont rapportées en termes des descriptions fournies. Donc, pour être capable de formaliser tout ça, on va utiliser dans le fond une monade, le Single Elimination Monad, qui est dans le fond une monade de backtracking un petit peu modifiée qui va permettre dans le fond d'analyser les patterns puis d'exprimer les erreurs et les substitutions qui ont été faites correctement. Donc, dans l'article, les premiers éléments de la substitution monad, dans la single elimination monad, pardon, sont pas nécessairement des substitutions, donc on va appeler ça des succès. Dans cette présentation-là, donc dans les slides que je vais présenter, les succès vont toujours être des substitutions, donc c'est un détail à préserver, à avoir en tête. Donc si vous utilisez l'article par après, ça ne sera pas nécessairement des substitutions. Puis une particularité de la monade, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que s'il y a une erreur, ça représente un échec, mais en fait, c'est pas vrai. On peut avoir une erreur, puis ça ne représente pas un échec parce qu'on a des succès. Donc, si on n'a pas de succès, c'est là qu'il y a vraiment une erreur, puis qu'il n'y a aucun parsing a fonctionné. Donc, c'est à garder en tête aussi quand je vais expliquer les opérations entre ces monades-là. Donc, pour un peu parler un peu plus de la construction de la monade en tant que telle, donc j'ai mentionné que j'ai pas mentionné, mais phi est l'erreur. J'ai mentionné que c'est l'erreur, mais c'est ça. Donc, phi est l'erreur. Oups. Donc, l'erreur peut être soit le cercle noir qui représente aucune erreur de parsing, ou une erreur en fait. Puis l'erreur va contenir le progrès qui va être représenté par pi au travers des slides. Puis une liste de raisons sur pourquoi on avait une erreur. Puis la liste de raisons représente dans le fond le terme erroné, qui est un peu redondant parce qu'on a le progrès. Mais va aussi représenter dans le fond la chaîne de description qui décrit c'est quoi l'erreur. Donc expected, classe de syntaxe par exemple, ça va être contenu dans L. Par la suite, pour combiner les erreurs, ce qui va un peu formaliser notre idée de progrès, c'est que, bon, d'abord c'est symétrique. Si on prend deux erreurs, je vais commencer par là en fait. Si on prend deux erreurs, puis on les combine ensemble, bien, on va choisir l'erreur qui a le plus grand progrès dans le fond. Puis si les deux erreurs ont le même progrès, comme j'ai mentionné, on combine les erreurs ensemble, puis on rapporte l'ensemble des messages, parce que dans le fond, le progrès est le même, donc c'est le même endroit. Donc toutes les variantes qu'on va pouvoir exprimer vont être des variantes valides pour faire avancer le parsing. Puis, pas d'erreur est un peu l'élément identité de la relation join. Donc, si on a une erreur qu'on combine avec pas d'erreur, ben on obtient l'erreur, évidemment. On peut considérer, dans le fond, pas d'erreur comme étant ben, l'élément le plus bas, il n'y a pas de progrès, dans le fond. Donc, on a une monade. On veut utiliser notre monade pour définir notre sémantique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va définir les opérateurs, dans le fond, les opérations monadiques de base qu'on se doit de définir pour parler de monade. Donc, le unit, inintéressant, je ne passerai pas de détails. Donc, l'étoile ici va représenter bind. Donc, bind avec une fonction est un peu l'équivalent de map. Donc, à quelque part, ça ressemble à un list monade, si on veut. Puis, ce que ça fait, c'est que ça va concaténer, dans le fond, ça va utiliser le join pour concaténer toutes les monades qu'on a obtenues lors de l'application de la fonction sur chaque succès. Donc, ce que ça prend, c'est que ça prend une fonction, un succès, ça applique la fonction sur chaque succès qui va retourner une monade, puis on combine ces monades-là avec join. On combine aussi l'erreur à la fin, puis ça va être utile, je vais montrer pourquoi plus tard, mais c'est utile de se rappeler que l'erreur est aussi concaténée à la fin. Donc, le join, qui fait en fait la concaténation de deux erreurs, c'est pour ça que je dis concaténer depuis tantôt, de deux monades, pardon. Puis,
Si on a plusieurs succès, dans le fond, ils sont juste concaténés un après l'autre. Puis on fait le choix de l'erreur selon l'erreur qui a le plus grand progrès, donc comme j'ai défini ici. Donc, dernier opérateur avant qu'on rentre dans la viande. Donc, le square cup qui permet dans le fond de combiner des succès ensemble. Donc ici, ça va être des substitutions, pardon. Donc, si on a deux substitutions, ben le cup fait l'union des substitutions. Donc, par exemple, on substitue x vers 1 puis y vers 2. Donc, dans sigma de 1, sigma de 2. Donc, cette substitution résultante va faire les deux substitutions d'un coup. Puis, je le définis ici, en fait, parce que cet opérateur-là est overloadé vers quand on a une substitution puis une monade. On va juste faire la combinaison de cette substitution-là et de toutes les substitutions définies dans la monade pour faire une monade qui contient les deux. Donc, je le donne juste parce que cet opérateur-là est overloadé puis ça aide à comprendre. Donc, j'ai menti. Avant de rentrer dans la formalisation, donc si vous n'avez jamais vu une sémantique dénotationnelle avant, l'idée, dans le fond, c'est qu'on va définir des fonctions qui vont retourner un objet mathématique. Ici, l'objet mathématique va être la monade single elimination. Puis, pour combiner ces dénotations-là, on va utiliser les opérations qui ont été définies sur l'objet mathématique. Donc, ici, la monade, encore une fois. Donc, la dénotation est agrémentée de plusieurs paramètres. Donc, rapidement, juste pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc, P ici va définir la classe de pattern. Donc, on va avoir plusieurs, en fond, classes de dénotation, si on veut. S, à l'intérieur du double bracket, va être le pattern qu'on veut matcher. Delta va être l'ensemble des syntax classes qui ont été définies. Donc, on assume que les syntax classes sont définies en premier. Puis que lors de l'évaluation, toutes les syntax classes sont mises dans l'environnement, dans le fond. Rho va être l'ensemble des substitutions auxquelles on a accès. Donc, je vais détailler un peu pourquoi c'est utilisé après. Z va être le terme sur lequel on match. Pi va être la chaîne de progrès. Et finalement, L va être la pile des descriptions auxquelles on a accès pour décrire l'erreur, dans le fond. Donc, j'ai tout mentionné ça, je vais skipper. Donc, je vais commencer ici par illustrer de quoi a l'air la conjonction et la disjonction au niveau des single term patterns, parce que c'est un peu la base, puis ça va expliquer un peu le principe général des opérations monadiques qu'on a définies. Donc, ici, on a un single term pattern, ça représente le end entre deux expressions. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par récursivement, si on veut évaluer le parsing de cette expression-là, de S1. Puis, quand ça va être fait, on va faire bind, donc on va appliquer sur chaque substitution qui a été faite l'union, dans le fond, entre la substitution qui a été faite et le parsing du deuxième terme. Puis, comme on voit ici, on a accès, lors de l'évaluation du deuxième terme, aux substitutions qui ont été faites à gauche. Donc, c'est comme ça qu'on va propager, dans le fond, les substitutions qui ont été analysées lors de la première étape d'analyse d'un terme. Puis on voit aussi que Z, dans le fond, qui est le terme évalué, est le même. Donc, ça définit formellement l'idée que j'ai présentée plus tôt. Donc, le end permet d'analyser un même terme sous plusieurs vues différentes. Puis, on a accès à de plus en plus d'informations. Donc, l'utilisation, c'est vraiment de faire une évaluation ou un parsing de plus en plus précis sur un terme. Puis, au niveau de la disjonction, donc encore une fois, on évalue le même terme sous deux formes différentes, mais on l'évalue dans le fond de façon indépendante, si on veut. Donc, on va faire un join des deux pour dire on peut avoir un ou l'autre. Ici, remarquez qu'on n'a pas accès aux substitutions précédemment aux substitutions faites à gauche, parce que justement, c'est des substitutions, c'est deux termes indépendants quelque part. Puis, un peu pour illustrer pourquoi le single elimination monad fonctionne dans les codes d'erreur, justement. Parce que justement, on a exprimé nos erreurs comme étant l'absence de succès. Donc, si on n'a aucun succès à gauche, ici dans le end, lors de l'application du bind, il n'y aura aucun terme sur lequel on peut appliquer la fonction. Donc, ça va retourner une monade qui n'a aucun succès, dans le fond. Puis, on va concaténer l'erreur pour avoir le bon message d'erreur. Ça va être le cas s'il y a une erreur à gauche, donc dans le terme S1 ou à droite, parce que justement, l'union ici, quand on va faire l'union avec rien, vu que ça applique sur chaque succès à droite, ben, il va avoir aucun succès globalement. Donc, ça illustre vraiment l'idée que le bind est l'opérateur qui fonctionne pour le end dans le single elimination monad, dans le sens que si on a une erreur, puis on fait un end, ben, la monade au complet va donner une monade qui n'a aucun succès. Et donc une monade erronée. L'inverse avec la disjonction, donc on conclut logiquement que
que le join va être l'opérateur de l'adjonction dans le cas d'une monade d'erreur. Donc, si on a une erreur à gauche, mais pas à droite, ou l'inverse, ben, quand on fait une concaténation des succès, dès qu'on a au moins un succès, la monade résultante va avoir au moins un succès. Donc, un autre singleton pattern pour illustrer un peu la notion de progrès et comment ça marche dans la sémantique dénotationnelle, c'est la liste d'éléments, dans le fond, une paire. Donc, je n'ai pas mentionné ça plus tôt, mais c'est un peu l'élément de base pour construire des patterns plus complexes. Donc, on va prendre deux patterns, donc S1 et S2, on va les concaténer ensemble. J'ai substitué les deux dénotations par A et B pour alléger la notation. Donc, si notre élément Z est vraiment une paire, on va évaluer. Puis, c'est aussi notre première fois qu'on rencontre un failure. Donc, si Z n'est pas une paire, on va retourner une monade avec aucun succès, comme j'ai mentionné, avec l'échec qui nous dit qu'on s'attendait à avoir une paire à cet endroit-là. En assumant, dans le fond, que le L a été updaté correctement. Puis, on va faire le bind. Puis, encore une fois, c'est un peu comme un end dans le fond. Sauf que si on n'avait pas une paire, ben, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu la même chose que le end depuis tantôt. Donc, la seule différence ici, que lorsqu'on va évaluer A, on va concaténer first au progrès parce qu'on est rentré dans le premier élément de la paire. Puis ici, on va concaténer rest parce qu'on a discard le premier élément. On est rentré dans la suite. Puis un détail que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a du desugaring qui est fait. Puis toutes les paires sont transformées en paires de deux éléments. Donc on va être obligé de faire un first pour rentrer dans le premier élément de la suite. Mais ça correspond à notre idée, dans le fond, de comment les listes sont parcourues en scheme. Donc, pour un peu montrer le failure, puis introduire, dans le fond, l'évaluation de choses selon le contexte. Donc, je vais introduire le fail, qui est le premier action pattern qu'on va voir. Donc, si on veut dénoter un action pattern qui est un fail avec une condition de test puis une expression de message. Il manque un Z ici, oups. Donc, ah non, il n'y a pas de Z, on n'analyse pas, c'est vrai, il manque pas de Z. On n'analyse pas de terme sur un fail, dans le fond. Les action patterns ne dépendent pas du terme qu'on évalue, justement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un terme à analyser ici. Et donc, on voit que si la condition a été évaluée à vrai selon les substitutions auxquelles on a accès, donc si la valeur qui est retournée est vraie, on va retourner, dans le fond, un échec. Remarquez que le terme échoué ici correspond au résultat de l'évaluation, parce que un petit détail que je n'ai pas défini plus tôt, c'est que si l'évaluation évalue un terme de syntaxe, ça va être ce terme-là qui va être rapporté comme étant le terme d'erreur. Donc le progrès est donné par pi, puis on ajoute l'évaluation du message comme la raison pourquoi le pattern échoue. Puis si le pattern échoue pas, donc si l'évaluation est fausse, on retourne la monade vide, dans le fond, qui indique qu'il n'y a rien. Dans le fond, il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas de progrès non plus. On n'a rien fait de. On n'a pas rien substitué. On n'a pas aucune substitution qu'on peut utiliser. Donc, pour terminer un peu sur cette sémantique dénotationnelle, j'aimerais vous donner un exemple de comment ça fonctionne en pratique à grands pas parce que j'ai pas beaucoup de temps puis c'est pas super facile à suivre. Donc, on va vouloir matcher la séquence, la paire 1-1 contre le pattern end 0y ou x1 et x2. Donc, a priori, on voit immédiatement que ça ne marche pas parce que le premier élément ici, c'est pas 0, c'est 1. Donc, on ne sera pas capable de satisfaire ce pattern-là. Donc, le terme qu'on veut matcher, c'est évidemment 1-1. Puis là, je vais faire des dénotations pas dans l'ordre qui sont faites, mais juste pour qu'on suive bien. Donc, lorsqu'on va se rendre sur ce terme-là ici, on va appeler la dénotation de singleton pattern. Donc, on veut matcher x et 1. Donc, c'est le premier pattern qu'on a exprimé ici. Le terme, c'est z. Donc, ça va fonctionner. Dans le fond, on va avoir la substitution qui dit x est substitué par 1. Puis, il n'y a pas d'erreur ici, donc pas de problème. Quand on va le faire contre 2, ben, remarquez que le progrès, on a un échec dans le fond. Le progrès est rest first parce qu'on a échoué contre le premier terme. On a échoué contre le deuxième terme en fait. La raison, ben, le terme erroné c'est 1, puis la raison c'est L. Je ne vais pas la rentrer, mais en gros, ça va être un message qui nous dit tu m'attendais à avoir 1. Puis, quand on va combiner ces deux choses-là, donc grâce à la dénotation du OR, ben, on va avoir dans le fond le succès x1, mais aussi le message d'erreur qui est retourné par x2, parce que si on se rappelle, le join des deux single elimination monades va concaténer les succès et les erreurs ensemble. Comme
le pas d'erreur et l'élément le plus bas, donc l'élément identité, on rapporte cette erreur. Maintenant, quand on analyse le Y contre Z, ben, on va avoir un échec parce que le premier terme n'est pas 0. Donc, on va avoir un échec. Le progrès va être first parce que c'est le premier élément. 1 parce que c'est le terme erroné. Puis L, dans le fond, qui va être un autre message d'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner ces deux. On va combiner, dans le fond, le OR et le 0Y dans ce single term pattern-là qui exprime, dans le fond, la conjonction. Donc, j'abstrais encore une fois avec A et B. Donc, A qui va être le terme de succès qu'on avait tantôt, donc avec le X1, la substitution de X vers 1 et l'échec. Puis B qui va être l'échec de l'analyse de 0 et de 1. Dans le fond, on a voulu avoir un 0, on a trouvé un 1. Puis la particularité qu'on va faire, c'est quand on va combiner tout ça, ben, à cause que dans B, il n'y a aucun succès, on va se ramasser à avoir aucun succès dans la monade résultante, ce qui est le comportement attendu par une conjonction en cas d'erreur. Puis la particularité, dans le fond, c'est que l'erreur rapportée, c'est pas l'erreur qu'on avait 0, c'est l'erreur qu'on avait pas un 2 à la deuxième position. Donc, ici, dans le fond. Parce que c'est le pattern qu'on a là. Donc, c'est étrange. Parce qu'en fait, notre pattern nous dit qu'on devrait avoir un OR de X1 et X2. Donc, a priori, qu'on n'ait pas de 2 ici, mais qu'on ait un 1 là, ça aurait dû être correct. C'est pas une erreur, en fait. L'erreur, en fait, qu'on aurait dû avoir, c'est ben, je m'attendais à avoir un 0 à la première position, parce que dès que j'ai un 0 à la première position, dans le fond, le patron a été. L'expression aurait été correcte. Donc, la raison pourquoi c'est ce qui se passe, c'est parce que la deuxième erreur a plus de progrès que la première erreur. Donc, à quelque part, ça illustre pourquoi on a choisi le single elimination monad avec une liste de succès puis une erreur, et non pas une monade either qui contient soit une erreur, soit une liste de succès ou de substitution. Mais la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment la bonne erreur? Pourquoi on rapporte cette erreur-là? Donc, ça tombe un peu dans l'implémentation de pourquoi on fait ça. D'abord, la monade single elimination s'implémente comme un modèle, s'implémente bien dans un modèle à deux continuations. Puis, ce modèle à deux continuations se porte bien en scheme parce qu'on peut utiliser une continuation implicite pour l'erreur, puis explicite comme étant le succès, dans le fond. Puis ça nous permet de modéliser le backtracking assez facilement. Puis l'idée, en fait, c'est que le modèle de progrès est assez facile à comprendre pour un utilisateur, mais c'est pas toujours clair que l'erreur est bonne dans certains cas limites, comme là ici, où on se fait donner une erreur qui n'est pas vraiment une erreur parce que c'est un pattern qui est normalement accepté dans le cas du OR. Donc, la solution à ça, c'est de trier les erreurs, non pas seulement selon le progrès de matching, mais aussi selon le progrès de parsing, selon le progrès de l'analyse du pattern. Donc, un système beaucoup plus complexe à comprendre parce qu'on a deux notions de progrès à combiner ensemble. Donc, c'est pas clair quand on les combine, comment on les combine. Donc, c'est pas facile pour un programmeur ou un utilisateur du système de macro à comprendre quelle est l'erreur qui va être rapportée dans quel cas. Donc, oui, en effet, c'est un cas limite. C'est un problème de ce système de rapportage d'erreurs, qu'on va avoir des erreurs qui ne font pas nécessairement du sens. Dans certains cas, ce pas des erreurs totalement insensées parce que il y a une erreur dans ce cas-là, en effet, mais c'est pas nécessairement la bonne erreur à afficher. Donc, c'est une faille, si on veut, de ce système de macro-là. Mais ce qu'on gagne en payant ce prix-là, c'est que le système est facile à comprendre. Donc, afin d'évaluer ce système de macro-là, en terminant, les auteurs ont implémenté ce système de macro-là dans Racket, donc c'est utilisable dès maintenant. Puis, ils ont recodé des bibliothèques de fonctions, dans le fond, pour évaluer la technique. Donc, une bibliothèque qui définit des loops. Une bibliothèque qui définit un parser d'expression selon des grammaires. Une bibliothèque qui définit, dans le fond, des classes, des définitions de classes en Racket. Puis, units, que je me souviens plus c'est quoi exactement. Puis, le résultat, dans le fond, selon eux, de ce système macro-là, c'est que cette syntaxe déclarative qui introduit un riche système de patterns et de classes syntaxiques permet, dans le fond, d'accélérer le développement de macros, de générer des macros de meilleure qualité qui vont rapporter des bonnes erreurs, dans le fond. Puis donc, selon eux, l'expérience d'utilisation de ce système de macro-là est positive, dans le fond. Donc, selon les auteurs, dans le fond, ce système de macro-là serait supérieur en utilisation par rapport à macro by example, dans le sens que les erreurs rapportées sont de meilleure qualité, puis c'est plus facile d'écrire des bonnes macros. Il n'y a pas de
parsing manuel à faire. C'est tout fait au travers. Dans le fond, la déclaration de patterns sont beaucoup plus riches que ce qu'on avait avec macro by example. Donc, il me reste un petit peu de temps. J'ai quelques aspects que je n'ai pas couverts dans la présentation. Donc, on peut faire des classes de syntaxe paramétrée. Je n'ai pas détaillé beaucoup de classes de pattern, en fait. Il y a un desugaring de la sémantique qui a été fait, j'en parle pas ici. Puis, il y a beaucoup de détails de la sémantique, surtout sur les head patterns que je n'ai pas détaillés. Donc, c'est ça. Puis, si vous voulez lire plus, ben, sur ce système de macro-là, les auteurs ont fait Taming Macros, qui est un peu l'inverse de ce qu'on fait ici. Puis, Refining Syntactic Sugar, qui est un peu une thèse sur l'amélioration des systèmes de macro en Scheme, par les mêmes auteurs, qui détaillent un peu plus que l'article en fait, que j'ai présenté, mais qui détaillent le même système en fait, en partie. Et c'est tout. Merci.